Bonjour à tous. On est en train d'accueillir petit à petit l'ensemble des participants. Donc, vous allez avoir la possibilité d'échanger avec nous via l'interface de chat. Et je vais pour ma part vous partager notre support du jour. Alors, donc merci de vous installer, prendre le temps. On attend encore un petit peu. On laisse le temps aux dernières personnes de se connecter. Et puis, on va pouvoir bientôt commencer. « 9h03 », on est pas mal. Donc, on va pouvoir commencer notre webinaire du jour qui porte aujourd'hui sur le sujet de l'expérience de travail. Donc, grande question dans un monde où on est encore très confiné. Donc, on voulait vraiment s'atteler à ce sujet pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui autour de l'expérience de travail et notamment quelles sont les attentes des salariés pour demain autour de ce sujet. Donc, je vous propose de démarrer avec déjà un petit tour de table sur nos invités du jour. Donc, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Rémi Calvérac, qui est notre Head of Workplace and Design. Donc, bonjour Bonjour à Rémi. tous. Bonjour à tous. Et puis, Frédéric Potier, qui est, lui, directeur des ressources humaines et affaires générales chez MGEN et qui va Bonjour à nous en dire toutes un et petit peu tous. plus. Bonjour à tous. D'ailleurs sur la MGEN et puis sur son rôle à la MGEN. Très, merci Flore. Très rapidement, la MGN a deux activités principales, une des activités d'assurance en santé, prévoyance et régime obligatoire, et puis des activités sanitaires et sociales. Alors très rapidement, le groupe MGN, c'est 10 000 collaborateurs, c'est 4 millions de personnes protégées et c'est à peu près 2,4 milliards de chiffre d'affaires. Notre cible, nos adhérents sont essentiellement des fonctionnaires d'État, donc rattachés à des ministères. On n'a pas que l'éducation nationale, c'est notre cœur historique, l'éducation nationale, mais aujourd'hui, on a d'autres ministères qui nous font confiance. Et donc, dans nos activités, on a à peu près 5 000 personnes qui travaillent sur les activités d'assurance et fonctions support, et puis 5 000 personnes sur le sanitaire et social. C'est 60 établissements, ça va du centre de santé mentale à l'EHPAD, aux centres médico-dentaires, par exemple, voilà, sur un peu l'éventail de nos activités. Et moi, au sein de MJeune, j'ai plus particulièrement en charge les ressources humaines, la communication interne, tout ce qui est moyens généraux et environnement de travail, et puis tout ce qui est gouvernance. Donc on voit que tous ces sujets sont très très liés et c'était pour ça qu'on trouvait très intéressant de vous faire témoigner parce que vous avez vraiment cette vue large qui est requise aujourd'hui pour appréhender tous ces sujets autour de la transformation du travail et de la façon dont nos espaces, nos bureaux, nos environnements de travail doivent évoluer. Rémi, tu voulais dire deux mots justement sur la façon dont tu accompagnes nos clients aujourd'hui sur ces sujets? Oui, oui, oui. En fait, on accompagne nos clients depuis de longues années sur la transformation de l'environnement de travail. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a un prisme particulier sur les sujets des ressources humaines, bien évidemment, de l'organisation du travail, qui vient impacter les sujets immobiliers et les sujets technologiques, les trois dimensions finalement humaine, technologie et espace physique, que ce soit chez soi ou dans un bureau ou dans un tiers-lieu, sont totalement intimement liés et donc par nature, ce sont des projets multidimensionnels et donc multi-expertise. Et c'est passionnant et on va essayer d'en parler tous ensemble aujourd'hui. Super. Parfaite introduction pour
Ce programme de recherche que je voulais vous partager, là, c'est la minute de pub, mais en fait, c'est juste pour vous donner un peu la mesure de tous ces sujets qu'on sonde depuis le démarrage de la crise. Donc, moi, ça fait 10 ans que je conduis ce programme de recherche chez JLL. C'est passionnant, ça se renouvelle sans cesse. Et là, on a eu une expérience grandeur nature d'une transformation à marche forcée. Et voilà, ben, ça fait presque, ben, ça va faire un an là qu'on creuse tous ces sujets autour de la transformation du bureau, autour de la nouvelle raison d'être de ce bureau, pourquoi on ira demain au bureau, qu'est-ce qui fait qu'on a encore besoin d'un bureau. Des questions également beaucoup autour des métriques de performance. Qu'est-ce qui assurera la performance demain? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que vraiment nos bureaux bah, sont au top de la performance et permettent la performance des collaborateurs? Donc, on a eu tout un programme de recherche sur la performance des salariés, comment aller au-delà de la notion de productivité. Et tout un pan de recherche que je porte également autour des tendances globales autour de cette pandémie. Donc voilà, c'est un peu tout l'éventail, tout le scope. Mais le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est bien celui de l'expérience, des conséquences de long terme de la crise. Et ce qu'on voulait vous partager un peu, c'est les grands questionnements aujourd'hui de nos clients. Les grandes questions, c'est quel va être l'impact du télétravail de masse et notamment quel impact sur les enjeux RH. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui commencent à se sentir un peu isolés, à perdre le lien à l'entreprise. Des questions aussi autour de ce qu'on pourrait qualifier d'exode urbain, de mise au vert, des gens qui ont envie de sortir un peu de la ville, qui requestionnent les schémas urbains et qui se disent pourquoi pas aller déménager en banlieue ou en province, en région. Donc là aussi, est-ce que c'est une tendance qui est faite pour durer? On a questionné sur ces sujets. La fameuse raison d'être du bureau. Pourquoi ira-t-on au bureau demain? Ce qu'on appelle également le healthy workplace, donc, et notamment la question des garanties que l'employeur devra offrir demain à ses collaborateurs, à la fois en termes de santé physique et de santé mentale. Et puis, de vraies interrogations sur la façon d'utiliser au mieux nos bureaux. Que faire face à ces bureaux sous-occupés? Est-ce que demain, ce sera le boom du flex office ou du partage de postes de travail? Que penser de ces tendances qui existaient déjà avant crise, mais qui ont vu vraiment un coup d'accélérateur? Donc, par rapport à tous ces sujets, le sujet cœur qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui de l'expérience de travail. Et en fait, ça peut paraître presque contradictoire, voire un peu dingue de penser aujourd'hui expérience de travail, alors qu'on est tellement contraint dans notre expérience qu'on est un peu cantonné à la maison et que voilà et que l'expérience de travail elle est un peu réduite à peau de chagrin aujourd'hui. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est justement de se demander bah, quel genre d'expérience on pourra proposer demain, quel genre d'expérience pour les prochains mois et surtout de se nourrir de ce retour d'expérience sur le télétravail. Et notamment du fait qu'on a fait le vrai constat hein, que tout le monde ne disposait pas des bonnes conditions pour travailler à la maison. Ce constat aussi des liens sociaux qui se distendent. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le rôle de l'employeur? Quel est le rôle de l'espace physique? Un point important aussi autour de cette urgence sanitaire qui accapare tous les esprits et qui fait qu'on a parfois tendance à laisser de côté les questions autour du bien-être, de l'épanouissement des gens. Pourtant, avant la crise, je me rappelle, on m'interrogeait souvent sur le bonheur au travail. Et là, on a l'impression que ça a été totalement mis de côté. On est focus urgence sanitaire, mais il ne faut sans doute pas délaisser ces sujets-là. Et puis enfin, bah, quel type d'expérience on pourra proposer demain? Si on vient moins au bureau, ce sera pour vivre une expérience vraiment unique. Et qu'est-ce que c'est que cette expérience unique qui est vue par les salariés aujourd'hui? Et là, je vous partage euh, en, apé- en, en apéritif, dirons-nous, trois chiffres forts donc, qui sont issus de l'enquête qu'on va vous partager et qui sont très révélateurs. On voit qu'aujourd'hui, on a des salariés au travail qui restent très engagés dans leur travail parce que tout simplement, ils ont peur de perdre leur job. Donc, ils restent très engagés, très focus sur le travail. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit monter une part croissante de gens qui se disent désenchantés vis-à-vis de leur employeur. Et ça, pour nous, c'est une vraie alerte
parce qu'on a un engagement de façade, on a des gens qui font des heures, qui font des heures de travail, mais qui commencent à perdre le lien à l'employeur. Donc, il y a une alerte et il y a vraiment une attention à porter tout particulièrement à cet attachement à l'employeur et à la proposition de valeur que vous pouvez faire à vos salariés aujourd'hui. Donc, cette enquête que je vous partage aujourd'hui, c'est le retour de 2000 salariés de bureau à travers le monde, dans 10 pays, et une enquête qu'on a conduite en octobre l'année dernière. Et pour votre info, sachez que c'est une enquête qu'on a vocation à reconduire. Là, on est en train de lancer une nouvelle vague de cette enquête ce début d'année. Donc, c'est vraiment un suivi très régulier qu'on va faire auprès des salariés pour comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui auprès de la force de travail. Rentrons d'emblée dans le sujet. Le premier des enseignements de cette étude qu'on voulait vous partager, c'est celui autour du travail hybride. Donc, qu'est-ce que le travail hybride? Le travail hybride, c'est l'idée de pouvoir travailler à l'avenir dans non plus un lieu unique, mais au moins 2 lieux de travail différents. Et ce qui est intéressant avec cette crise, c'est que clairement, les Français se sont emparés de cette tendance autour du travail hybride. Ils ont plongé et ils ont vraiment adhéré avec le télétravail. Mais en revanche, on voit qu'il y a une attitude quand même qui reste un peu plus conservatrice que ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Alors, je m'explique. Grosso modo, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que très clairement, il y a un appétit en France pour le télétravail. Très clairement, vous avez 2 tiers des salariés qui souhaitent continuer à télétravailler de façon régulière post-crise. Vous voyez que ces 2 tiers sont en léger retrait par rapport à la tendance qu'on observe à travers le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de fréquence, là aussi, on tend à être un peu plus sur une fréquence un peu plus modérée que la moyenne. Alors modéré, tout est relatif, hein. En France, on serait quand même sur une fréquence qui serait autour de 1 jour et demi par semaine. Donc, avec vraiment un éventail de 1 à 3 jours, grosso modo, de télétravail attendu par les salariés post-crise. Mais vous voyez qu'au niveau global, on est plutôt sur 2 jours et demi par semaine. Donc, vous voyez déjà ce petit décrochage entre la France et le monde. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la côté salarié. Et côté entreprise, on est en fait assez en phase. Donc aujourd'hui, on est plutôt en lune de miel entre les entreprises et les collaborateurs. Autre sujet intéressant autour du travail hybride, c'est la question du lieu de travail. Et comme je vous le disais, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on reste sur un schéma relativement traditionnel, c'est pas si traditionnel, mais en tout cas un peu plus conservateur, qui est de se dire le schéma majoritaire, ça sera une alternance entre mon bureau et mon travail à la maison. Donc on est vraiment, vraiment majoritairement sur ces 2 typologies de lieux. Vous avez une part plus infime de gens qui vont commencer à vouloir introduire des tiers-lieux, donc des lieux alternatifs au domicile et au bureau de l'entreprise. Donc vous voyez là l'écart se creuser avec ce qu'on observe à travers le monde. Alors je vais faire sans plus attendre réagir mes 2 invités du jour. Donc Frédéric, justement, on voulait vous demander comment vous avez vu toutes ces transformations s'opérer chez MGEN et où est-ce qu'aujourd'hui vous en êtes sur la question justement du télétravail et des transformations que ça a impliquées. Merci Florent. Alors, la MGEN a plutôt une entreprise assez traditionnelle dans ses modes d'organisation du travail, etc. Donc, il faut savoir qu'avant la crise, on avait à peu près 300 collaborateurs sur les 5000 qui peuvent, un peu plus de 5000 qui peuvent télétravailler. Il y avait 300 collaborateurs qui faisaient du télétravail de manière traditionnelle, c'est-à-dire une journée par semaine, toujours le même jour, etc., etc. Alors, avant, on a démarré des négociations avec les partenaires sociaux avant la crise sur le sujet du télétravail. Et quand on a basculé avec le confinement, eh bien, il a fallu mettre en place un télétravail de masse et donc changer des habitudes, bousculer la culture d'entreprise en la matière. Et donc, on a aujourd'hui quasiment plus de 5000 personnes, 5600 personnes exactement, qui bénéficient d'un environnement de travail qui leur permet de télétravailler. Sachant qu'on est à des jauges sur site de 20% à peu près. Et puis, bien évidemment, les personnes qui travaillent dans les agences, elles sont physiquement présentes dans les agences, mais ont aussi la possibilité de télétravailler pour une partie de leur temps.
Donc le télétravail, c'est généralisé en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Et pour le DRH que je suis, j'ai gagné en fait beaucoup de temps. J'ai l'habitude de dire, je vais gagner à peu près 4 ou 5 ans finalement dans la mise en œuvre du télétravail en quelques mois. Et donc voilà, donc ça bouscule quand même beaucoup de choses. À chaque fois, c'est un changement culturel, c'est des changements de pratique de travail, d'organisation du travail. Et puis un élément majeur aussi, c'est les changements de la façon de manager, de la façon dont on a de manager les collaborateurs. Et Donc oui. on a très vite formé au début de la pandémie les managers au management à distance. Et ça, c'est fascinant. Vous nous aviez donné un chiffre quand on a préparé notre entretien. Vous disiez que vous êtes passé de 300 télétravailleurs à combien aujourd'hui? 5100. Donc, c'est vraiment un bond phénoménal. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est aussi l'idée que je trouvais passionnante, l'idée aussi que finalement votre personnel en agence, qui avait vocation à recevoir du public, lui aussi réclame du télétravail et estime voilà, que c'est devenu quelque chose auquel eux aussi ont droit. Tout à fait. Ils peuvent, pour une partie de leur activité, en fait, préparer des rendez-vous, prendre des rendez-vous, etc. C'est tout à fait possible de le faire à distance. Donc, il y a une partie de leur activité qui est réalisable à distance. La partie en face à face, physique, elle, ne l'est pas, bien évidemment. De la même façon, dans le sanitaire et social, les EHPAD, etc., le personnel administratif, on a des comptables, on a des ressources humaines, voilà. Et donc, ils ont aussi cette possibilité-là de télétravailler. Donc, aujourd'hui, finalement, on a interrogé à peu près toutes les fonctions de l'entreprise sur les 10 000 collaborateurs sur la capacité qu'ils avaient ou pas à télétravailler. Et donc, le résultat qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'à peu près sur les 10 000 collaborateurs, on en a 5 600 qui sont en capacité de télétravailler aujourd'hui. Ça a Et qui ont demandé cet appétit-là. et qui ont cet appétit-là. Et d'ailleurs, on a sondé aussi nos propres collaborateurs sur le sujet du télétravail. On retrouve à peu près les mêmes tendances que celles que vous avez montrées. On a à peu près 95% des personnes qui souhaitent continuer à télétravailler demain et Ouais. dans une jauge de 1 à 3 jours. Et ça dépend aussi bien sûr des métiers et puis des conditions de télétravail de chacun. Et alors Rémi, justement, tu voulais réagir à ces tendances et je te fais rebondir sur une question qui nous a été communiquée par l'Assemblée. Pourquoi est-ce que les Français sont, entre guillemets, à la traîne par rapport à ce qu'on peut voir dans le reste du monde? Est-ce qu'ils sont plus conservateurs? Et on a évoqué la question du management. Alors, je pense pas. Je pense qu'on est plutôt sur un sujet culturel. Nous sommes des animaux grégaires quelque part, peut-être plus en France, et on a besoin de socialiser et fortement. Et au travail, c'est le lieu pour beaucoup de socialisation intense qui nous manque à tous aujourd'hui. Et le sujet de la convivialité, les routines d'aller déjeuner ensemble le midi, la place, ne serait-ce que de la restauration en France, n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans des pays anglo-saxons, par exemple. Donc je pense que c'est avant tout un sujet culturel. Je ne pense pas que ça soit un sujet lié à une forme je dirais Crise managériale. oui, d'emprise managériale qui serait un peu rétrograde, pas du tout. Il y a assez alignement, on l'a dit, alignement entre plutôt les directions, les collaborateurs et Ouais. le corps social aujourd'hui. Donc non, je pense que c'est un sujet culturel. Je rebondis sur le sujet parce qu'en fait, on parlait des grands enjeux de l'immigration. L'enjeu principal aujourd'hui, ça reste quand même la performance de l'entreprise, donc la performance collective. C'est ça le grand sujet. Et on a l'occasion peut-être d'aller plus loin aujourd'hui dans ce mode d'hybridation. Mais ça relève des défis qui sont importants puisque ça nécessite de recréer un nouveau pacte social entre l'entreprise et les collaborateurs et puis de nouvelles responsabilités pour l'entreprise. Donc dans les défis, ils sont nombreux. Le premier, c'est peut-être d'adapter l'organisation du travail, la séquence de travail à ce mode hybride. Aujourd'hui, on l'a dit, on a tous vécu du télétravail massif, rapide, forcé par la contrainte. Ça fait 1 an, donc les gens ont pris des habitudes. Ils ont pris des bonnes habitudes, mais ils ont aussi pris de mauvaises habitudes parce qu'il n'y a pas eu Oui. le temps de poser un cadre sur le télétravail et ce qu'on fait quand on est au télétravail et comment on le fait. Aujourd'hui, un exemple très concret, on a tous des agendas qui vont commencer à 8 ou 9 heures et qui s'enchaînent non-stop par séquence de demi-heure ou d'1 heure
jusqu'à la fin de la journée sans jamais avoir 10 secondes de battement. Or, ça veut dire qu'il n'y a pas de cadre. Or, quand on était dans un monde physique au bureau, on a toujours un temps de latence entre les réunions parce qu'on a le temps Mais oui, physiquement de se déplacer, du coup d'échanger entre les uns et les autres, de papoter. Ça fait partie quelque part de ce qu'il y a autour de la réunion elle-même et c'est fondamental. Et ça permet de préparer la réunion, évidemment, et aussi de débriefer et un petit peu d'en prendre d'en saisir les grandes actions ou les grands messages. Là, on n'a plus le temps. On bascule dans 5 secondes sur une autre réunion. On n'a pas eu le temps de préparer. On n'a pas le temps de se mettre dedans. On n'a pas de sas de décompression. Ça, c'est oui. juste qu'un exemple parmi d'autres. Et des choses qui marchent beaucoup mieux à distance, des choses qui marchent beaucoup moins bien, mais ça nécessite de mettre un cadre. Donc les entreprises commencent à réfléchir aujourd'hui, évidemment, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait quand on est à distance. Ça, c'est le premier sujet, c'est un gros défi. Le deuxième, on l'a vu, c'est la cohésion sociale. Évidemment, il y a une sorte de distanciation qui s'effectue dans la durée, surtout quand le télétravail est massif, qui peut à terme avoir des répercussions sur l'engagement, même si aujourd'hui, de manière faciale, crise aidant, les gens sont très très engagés et travaillent beaucoup, voire parfois Oui, trop, au oui, détriment oui. peut-être de leur performance et de leur santé physique et mentale. On a une dernière thématique, c'est aussi le défi de la QVT, donc qualité de vie au travail, tu l'as évoqué Flore. On se concentre sur le sanitaire, on oublie un peu les à côté. Dans le monde post-Covid, il va falloir quand même la replacer au centre. Et dans un travail hybride où parfois je suis chez moi, dans un tiers-lieu au bureau, on va forcément l'appréhender un peu différemment. Et puis enfin, il y a un sujet, un gros défi d'accompagnement. On vient de dire, il y a de nouvelles pratiques à mettre en place, il faut les penser, il faut les réfléchir, et puis il faut les déployer. Donc il y a beaucoup de travail pour accompagner les collaborateurs à travailler différemment dans ce nouveau modèle hybride, et beaucoup les managers, puisqu'ils ont un nouveau rôle, presque un rôle de coach, d'animateur, ils deviennent responsables de beaucoup de sujets. Et c'est un enjeu clé et qu'on a tous à traiter, qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations de tout le monde. Parfait. Merci Rémi pour cet éclairage. Et justement, sur l'accompagnement, Frédéric, vous nous en direz un peu plus tout à l'heure, justement, sur ce sujet de l'accompagnement. Mais j'en profite pour poursuivre et vous donner quelques clés également sur cette fameuse question de la QVT que tu évoquais, Rémi. Parce que clairement, on voit que cet engouement pour le télétravail est très, très motivé par la recherche d'une meilleure qualité de vie. Pour autant, il va y avoir besoin d'un cadre. Et je pense que c'est vraiment la clé quand vous allez repenser en fait vos modes de fonctionnement et vos modes de travail. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde côté salarié, très clairement, la crise les a poussés à reconsidérer leurs priorités de vie et de travail. Très clairement aujourd'hui, quand on les interroge, ils nous parlent d'avoir un bon équilibre de vie, d'être mieux connectés aussi à leur communauté. Donc on voit l'effet long terme de ce télétravail imposé. Donc il y a un enjeu de connexion. Et puis il y a un enjeu autour de la santé, d'être accompagné par son entreprise sur un mode de vie plus sain, avoir une entreprise qui fait vraiment attention à sa santé. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, cet équilibre de vie, il est vraiment passé au premier rang des préoccupations. Et quand on regarde justement la photo avant crise et post-crise, avant crise, on nous parlait d'abord de rémunération, ensuite d'équilibre de vie. Aujourd'hui, l'équilibre de vie est passé premier. Donc ça, c'est quand même une grande bascule qui a été accélérée par la crise. Alors, ce qui est intéressant, on s'est amusé, on aime bien à la recherche, jouer avec les chiffres et regarder un peu les grandes tendances et les corrélations. Et donc, on a regardé en fait l'appétit pour le télétravail. Je veux faire 0 jour de télétravail, 1 à 2 jours, 3 à 4 jours ou 5 jours. Et on a regardé à quoi c'était corrélé. Donc, très clairement, c'est bien évidemment corrélé à la peur du virus. Vous voyez la ligne violette en bas. Il y a une corrélation totalement linéaire entre l'appétit pour le télétravail et le fait d'attendre de son entreprise qu'elle soit très, très vigilante vis-à-vis du virus. En revanche, donc ça, c'est un effet qui est conjoncturel. En revanche, il y a deux autres effets qui sont beaucoup plus structurels, qui étaient préexistants avant crise, et là on en a la démonstration, c'est qu'en fait il s'opère une bascule de 0 jour à 1 à 2 jours. Quand vous passez de 0 jour à 1 à 2 jours, proposer un peu de télétravail, c'est déjà la garantie quelque part que vous allez répondre aux attentes de flexibilité et d'équilibre de vie des salariés. Vous voyez que les salariés qui bénéficient d'1 à 2 jours sont des gens qui sont extrêmement vigilants sur ces questions de flexibilité et d'équilibre de vie. Vous voyez, le gap est immense. Et puis après, ça se tasse un petit peu. Donc, vous voyez, vraiment introduire cette possibilité, c'est clairement répondre à ces nouvelles attentes-là. Mais quand
Rémi, tu parlais de cadre. Ce que je trouve intéressant, c'est ces courbes-ci qui nous montrent en fait aussi les écueils qu'il va falloir éviter. En fait, ce qu'on observe, c'est que quand on regarde à quel point l'appétit pour le télétravail est corrélé aux notions d'engagement, de se sentir soutenu par son manager, de se sentir épanoui dans son entreprise, on voit encore une fois un vrai effet bénéfique de ce télétravail, 1 à 2 jours, tout booste, tous les indicateurs sont au vert. Pourtant, quand on bascule sur le 3 à 4 jours, on voit l'effet bénéfique se tasser. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est la pente vertigineuse, mais pour autant, on voit vraiment un point de rupture, un point d'inflexion qui nous alerte, qui nous dit vraiment, faire le choix de passer de 2 jours à 3 jours, ce n'est pas un choix anodin. 2 jours à 3 jours, c'est vraiment la différence. Parce qu'il y a la question du centre de gravité qui passe subitement du côté du bureau au côté du domicile. Ça ne veut pas dire que certains profils ne s'épanouiront pas dans 3 à 4 jours de télétravail, pas du tout. Mais ça veut dire que ce n'est pas une réponse qui fonctionne pour tous et que chez certains salariés, ça risque d'être compliqué, ça risque de créer encore un peu plus de distance avec l'entreprise et on va voir monter, hein, vous voyez les valeurs du bas qui sont des valeurs plus négatives, l'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, le sentiment d'être désenchanté. Donc, on voit que perdre cette proximité physique à l'entreprise peut avoir un vrai impact sur le moral des troupes. D'accord? Donc ça, on voulait vraiment vous partager ces sujets-là et justement vous faire réagir Frédéric et Rémi sur ces questions. Donc Frédéric, notamment, vous nous parliez au départ d'une euphorie et d'un vrai engouement, hein, pour ce télétravail. Et vous voyez que là, aujourd'hui, on est sur une approche un peu plus modérée, peut-être. On est bon, par rapport aux enquêtes qu'on a fait en interne à la MGN, c'est à peu près les mêmes résultats. Rémi l'a dit, on est dans une période aussi qui est plutôt liée à la crise sanitaire, donc on est sur un télétravail forcé. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de chômage partiel chez moi, on est en 100% télétravail autant que possible, hein, à partir du moment où les métiers sont télétravaillables, mais ça reste quand même contraint. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que dans une entreprise où le télétravail était très peu répandu, demain, il sera généralisé et il restera généralisé sur une tendance qui est entre 2 et 3 jours aussi de télétravail, sachant qu'on a mis en place en fait un accord d'entreprise qui permet cela, c'est-à-dire que à partir du moment où on sortira de la crise sanitaire, on a un accord d'entreprise qui se mettra en œuvre, qui est déjà signé par l'ensemble des partenaires sociaux et qui prévoit en fait un paquet de 90 jours par an à prendre par les collaborateurs. Donc il n'y a même plus d'autorisation de la DRH à avoir, etc. C'est une affaire entre le manager et le collaborateur. Et puis en fonction de l'activité des uns et des autres, des métiers des uns et des autres, eh bien, on pourra prendre 1 journée, 2 journées, 3 journées maximum par semaine, puisqu'on a mis un garde-fou qui est de rester sur site, sur son lieu de travail, de rattachement, 2 jours par semaine minimum. Voilà. Donc on a cela. Ce que je constate aussi, c'est que dans l'étude que vous faites, il y a une attente très forte sur la santé. Moi, ce que je constate aussi, puisqu'on a un projet de refonte du siège de l'MGN, hein, qui est en cours. Donc on a 35 000 m² de bureaux là, qui sont en train d'être refaits. D'ailleurs, on travaille ensemble sur ces sujets-là. Et ce que je constate, c'est que évidemment le bureau, la destination du bureau, d'un siège, d'un lieu de travail habituel va changer. On va se retrouver pour faire du collectif et pour y trouver un certain nombre de services et notamment des services liés à la qualité du lieu de travail et à la santé au travail. Nous, on a alors de par nos activités, on a une sensibilité particulière sur la santé. Par exemple, on fait des campagnes de vaccination de la grippe saisonnière, ce genre de choses. On a fait des campagnes de dépistage également dans le cadre du Covid en entreprise. Et donc, sans doute que demain, les employeurs auront aussi un rôle plus important en matière de prévention, ce qui est déjà le cas, mais d'action directe au niveau de la santé. On étudie par exemple aussi avec des acteurs, des startups, la possibilité de prendre des rendez-vous sur son lieu de travail pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, avec un généraliste, etc. Donc, la thématique de la santé sur le lieu de travail aussi va fortement
monter en puissance dans les mois et les années qui viennent. Ça, on en est convaincu. Je vous ai partagé, mais je recommenterai tout à l'heure, effectivement, ces nouvelles attentes autour des services et ce boom du bureau serviciel. Il y avait un autre point d'ailleurs que je trouvais intéressant, Frédéric, dans votre témoignage, c'était l'idée d'un suivi plus individualisé. Parce que quand on parle de population potentiellement à risque, vous disiez que vous aviez mis en place quelque chose de très, très suivi, une enquête de climat social. Tout à fait. Alors, il faut, alors, bien évidemment, que dans le cas d'une crise sanitaire, une enquête de climat social permanente, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les semaines, nos 10 000 collaborateurs reçoivent des 5, 6, 7 questions auxquelles ils peuvent répondre sur un smartphone, voilà, par tout moyen possible. Et ça nous permet de détecter en tout cas un certain nombre de signaux faibles dans certains secteurs d'activité. Je pense notamment aux activités du sanitaire et social qui sont les personnes les plus exposées au virus. Ça nous permet de faire remonter et de traiter très vite un certain nombre d'indicateurs pour que les collaborateurs finalement passent le mieux possible la période que nous vivons. Mais ces dispositifs qu'on a mis en place dans le cadre de la crise vont perdurer dans le temps. Et le rôle de l'entreprise, d'un DRH, d'un directeur de l'immobilier, d'un DSI, parce que finalement les trois fonctions sont très liées dans le bien-être d'un collaborateur, c'est de faire en sorte que le besoin de chacun des collaborateurs puisse être pris en compte, que ce soit dans son organisation du travail, dans ses modalités de travail, sans mettre de côté la qualité à la fois des espaces qu'on met à sa disposition et puis du matériel, la technique aussi dont il a besoin pour exercer sereinement son activité. Donc, on va être dans un suivi très, très fin des collaborateurs et de leurs attentes. Rémi, d'ailleurs, tu voulais réagir sur ces sujets? Oui, alors peut-être peut-être Les partager un petit peu curseurs. les curseurs et les retours d'expérience qu'on a et des différentes réflexions avec nos clients. C'est très vaste d'un point de vue politique télétravail. Ça va de thématiques de politique extrêmement flexibles, mais très très flexibles, qui sont l'allocation d'un nombre de packages de jours à l'année. Quelque part, le collaborateur les prend tous sur un mois, sur 2 mois, et il ne vient plus du tout au bureau, ou inversement. C'est très compliqué à gérer, évidemment, d'un point de vue pilotage, des équipes, du management, voire même de l'immobilier. Donc ça, c'est un cas extrême. Et l'autre cas extrême, c'est certains schémas qu'on connaissait avant crise, on l'a mentionné tout à l'heure, un jour fixe imposé toute l'année, inscrit dans le contrat de travail, et qui n'a pas de souplesse ni au management ni aux collaborateurs. Entre deux, on voit à peu près tout. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que les réflexions sont en train de se retourner. Au lieu de penser au nombre de jours télétravaillés, on est plutôt en train d'arriver sur des réflexions au nombre de jours présents sur site. Et les jours télétravaillés ne sont pas d'ailleurs que télétravaillés, c'est des jours distanciels, dont Oui. télétravail chez soi, mais aussi sur un autre lieu, chez un client, dans un lieu de formation, dans un tiers-lieu, que sais-je. Donc, et là, on voit que on revient à quelque chose de différent, avec potentiellement peut-être un jour imposé, mais à la main du manager pour instaurer les rituels d'équipe qui sont hebdomadaires, par exemple. Donc, il y a un jour où toute l'équipe, et pas toutes les équipes en même temps, donc il faut aussi répartir les sujets, parce qu'on a l'enjeu immobilier qui est derrière, on y viendra. Et peut-être à la main, par exemple, du projet. Si on est une entreprise qui travaille beaucoup en mode projet, le fait à un moment donné que l'équipe projet se retrouve physiquement pour avancer et mettre en commun, c'est aussi une des règles qui pourrait prévaloir. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une multiplicité de réflexions. Elles sont très liées au métier et sont liées aussi à la flexibilité, l'autonomie qu'on va donner aux collaborateurs. Et donc il y a un curseur à positionner. Et ce que ça implique comme réflexion, c'est au fond ce retour d'expérience du télétravail un peu forcé, quasiment à 100% pour tout le monde, où le cadre de vie personnel, parfois, a pris le pas sur le cadre de travail de l'entreprise. Au fond, les contraintes personnelles, puisque ça fait un an, on a pris des habitudes, dans son calendrier, dans son agenda, deviennent les contraintes de disponibilité pour l'entreprise. Et c'est le risque, et des gens s'enferment dans cette thématique-là. Donc on revient au cadre que je disais tout à l'heure, c'est quand même Eh oui. l'entreprise qui doit imposer le cadre de travail, mais il faut qu'elle prenne en compte toutes les sensibilités, évidemment les exceptions, les cas particuliers, mais il faut donner beaucoup d'autonomie aux collaborateurs, mais beaucoup de poids aux managers. Donc on en est là, ça nécessite beaucoup d'outils de pilotage aussi. Il y a beaucoup de travail sur, au fond, quel outil de pilotage, de réservation, de présentiel sur site ou de chez soi, de déclaration de télétravail. Comment peut-on piloter ça à l'échelle d'un manager, mais à l'échelle aussi de l'immobilier, parce qu'on a parlé de locaux en partie vides, donc on viendra sur la thématique de la mutualisation. Mais à partir du moment où on mutualise, on ne peut pas accueillir
100% des collaborateurs le même jour. Donc il y a peu de chances que ça arrive de toute façon. Mais quand bien même, plus on va mutualiser, plus cette thématique du pilotage devient clé et pour le manager et pour l'immobilier. Donc, pilotage et animation managériale, c'est la clé. Absolument. Donc, pour conclure sur cette partie-là, clairement, vous l'avez compris, hein, l'enjeu, c'est la question de ce bureau serviciel. Donc, au-delà du nombre de jours qu'on va piloter à distance, quel type d'offre on propose également au bureau, quels sont les services attendus par les salariés et finalement, quel est ce nouveau package qu'on propose aux collaborateurs. Donc, là, je vois une question de l'Assemblée à vous, Frédéric, qui demande justement si ce recours au télétravail pourrait être discuté lors d'un entretien d'embauche. Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à proposer à quelqu'un de télétravailler à 100% de son temps, etc. Donc, on touche à la question du package, en fait, Ouais. offert aux collaborateurs. On est quand même sur des métiers, pas du sanitaire, mais sur les métiers d'assurance, ça serait tout à fait envisageable. Après, c'est pas le choix qu'on a fait parce qu'on estime que la présence sur site et la nécessité est nécessaire en fait pour garder un peu de lien social et d'esprit d'équipe. Oui. On ne peut pas tout faire à distance et on le voit bien d'ailleurs dans l'étude que vous avez montré que à partir du moment où on est 5 jours dans la semaine chez soi, on a une espèce de distanciation vis-à-vis Et oui. du lien avec l'entreprise qui se crée. Donc on n'est pas très favorable à cela. Ça n'empêche pas que pour certains cas particuliers, on pourrait être amené à le faire, mais le cadre général, en tout cas, qui a été posé par l'employeur que je représente et puis par les organisations syndicales, c'est d'être au minimum 2 jours sur site. Parfait. Ben, merci pour cette parfaite question sur le rôle du bureau, justement, et pourquoi il conserve un rôle essentiel. Donc clairement, nous, on le voit hein, au travers de nos différentes enquêtes qu'on conduit depuis le début du confinement, on voit que le télétravail n'a pas réponse à tout, on voit qu'il révèle de vraies limites. Et justement, nos auditeurs nous interrogent sur ce que sera cette expérience de travail demain, au-delà des services, etc. Et là, on est en plein dedans. En fait, ce qu'on observe, nous, du côté de nos enquêtes, c'est que clairement, vous avez déjà un tiers de vos salariés aujourd'hui, un tiers des salariés français, travailleurs de bureau, qui ne souhaitent plus télétravailler post-crise. Bien évidemment, ce curseur va changer d'une entreprise à l'autre, mais on voit qu'il y a quand même une frange non négligeable de salariés qui ne veulent plus du télétravail parce qu'ils ne peuvent pas bien télétravailler à la maison, parce qu'ils n'ont pas envie de télétravailler, parce qu'ils trouvent au bureau des choses qu'ils ne trouvent pas à distance. Donc ça, ces gens-là, il ne va pas falloir les laisser de côté. Donc c'est intéressant parce que c'est aussi l'idée que finalement, ce télétravail, il devient une possibilité, une forme d'acquis social, mais il ne doit pas devenir une obligation. Donc ça, à garder en tête. Autre stat qui est vraiment très frappante, 94% des salariés aujourd'hui vous disent qu'ils veulent continuer à aller au bureau. Donc, pas forcément tous les jours, vous l'aurez compris, mais ça veut dire qu'on ne peut pas s'affranchir du bureau. Hein. On nous a beaucoup questionné au début de la crise. Est-ce que c'est la fin du bureau? Est-ce que c'est fini le bureau? On n'ira plus. On a parlé de modèles américains où parfois vous avez une population de travailleurs indépendants qui ne se voient que tous les 2 mois pour du team building et puis procèdent totalement à distance. On sait que ça, ce n'est pas un modèle qui est quand même courant, qui conviendra au plus grand nombre. C'est un modèle qui reste très, très particulier, très spécifique. Et ce qui est intéressant quand on parle d'expérience, c'est quelle est la promesse, quelle est cette raison d'être du bureau? La promesse, c'est le lieu social. C'est vraiment le lieu social par excellence. Mais au-delà de ce lieu social, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce que les gens vont venir chercher au bureau demain. Et quand on les interroge en fait sur ce qu'ils préfèrent faire au bureau ou à la maison, on voit que clairement au bureau, on a une vraie plus-value autour de la socialisation, le management et la collaboration, notamment la résolution de problèmes complexes. Donc, on est sur cette valeur ajoutée-là. Socialiser, manager ou être managé, et puis collaborer de façon très approfondie. À la maison, les salariés s'estiment mieux pour déconnecter, pour s'inspirer et se concentrer. Et s'inspirer, nous, ça nous interpelle un peu quand on montre ces résultats
à nos équipes d'archi chez nous, chez JLL, on se dit, mais mince, pourquoi dans le bureau, on n'arrive pas à trouver de l'inspiration? Ça nous interpelle. Et pareil, vous voyez dans nos briques rouges, la capacité à créer, à innover, à apprendre, à grandir. Oui, bien évidemment, on peut faire des choses à distance, mais quand même créer et innover, pourquoi est-ce que c'est bien à la maison? Pourquoi c'est pas mieux au bureau? Donc là, ça nous donne quand même de sacrées billes en tant que concepteur d'espace pour se dire, on a aujourd'hui encore des lacunes sur le bureau. Le bureau doit se muscler à tout prix sur la capacité à s'inspirer, à créer, à innover, à apprendre. Parce qu'on est dans des nouveaux apprentissages. On sait qu'aujourd'hui, on peut apprendre à distance. Mais la distance ne fait pas tout. On ne peut pas faire que du LinkedIn Learning ou des programmes de ce type. Vous voyez, en fait, on a aussi besoin d'apprendre sur site, au contact des autres. On sait que l'apprentissage est beaucoup plus qualitatif, approfondi quand on est dans du partage d'expérience. Et d'ailleurs, quand on demande aux salariés ce qu'ils attendent de trouver au bureau demain, il nous parle, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans cette harmonie à trouver entre l'individuel et le collectif. Il nous parle d'espaces connectés à la nature, d'espaces de concentration, donc là, gros zoom sur l'individuel, mais il nous parle aussi d'espaces communautaires, d'apprentissage et de collaboration. Donc on est vraiment dans cette balance entre les deux types de besoins. Alors, je vais vous faire réagir, Frédéric, qu'est-ce que vous retrouvez dans ces constats et quelles pistes vous poursuivez pour vos bureaux? Oui, merci. Alors, effectivement, je me retrouve totalement. Et alors nous, on a eu la chance finalement d'avoir cette crise qui se déclenche à un moment où on pouvait encore revoir notre copie sur la destination future du siège, des bureaux. Donc, bien évidemment qu'on est en train de retravailler et d'affiner nos espaces qui vont être un petit peu différents de ce qu'on avait pensé initialement, notamment avec davantage sans doute d'espaces collaboratifs, d'espaces de service, d'espaces de convivialité, sans doute un peu moins d'espaces de bureaux où on s'assoit pour se concentrer et travailler. Il y en aura toujours, mais il y en aura sans doute moins. En tout cas, c'est un peu la tendance. Moi, ce que ça montre, en fait, c'est que globalement, l'immobilier, l'environnement de travail va être la vitrine de l'entreprise. Euh, donc ça contribue aussi à l'expérience collaborateur. Il n'y a pas que les services, comme quelqu'un le disait dans la discussion, et l'expérience utilisateur, collaborateur, elle vient avec la qualité de ce qu'on lui offre quand il vient travailler. Sans doute que le travail multisite deviendra aussi la norme, rythmé par l'usage de chacun, comme je l'ai dit, d'une personne à l'autre. On n'a pas les mêmes conditions de travail. Et on parlait des tiers-lieux. Nous, on a ouvert, par exemple, nos agences à certains collaborateurs qui n'avaient pas les espaces nécessaires pour télétravailler chez eux de manière correcte. Et donc, ils peuvent le faire de d'autres lieux. On va ouvrir des espaces de coworking dans certains centres de services également. Voilà, donc ce sont des choses qui démarrent, mais qui vont très vite devenir la norme demain. Et puis, on le voit bien, le travail à distance aussi nous oblige à nous réinventer, à utiliser des outils qu'on utilisait peu ou pas avant. Je pense à Slack, Zoom, Teams, enfin ce genre de choses, ou Klaxoon, par exemple. Donc, ce sont des outils qu'il nous faut apprendre à maîtriser pour mieux avoir une expérience finalement à la fois à distance et puis sur site. Et puis, je crois beaucoup au rôle du manager dans la nécessité de se réinventer, en fait, à la fois dans cet environnement atomisé, finalement, des lieux de travail. Ça peut être chez soi, ça peut être dans un espace de coworking proche de chez soi, ça peut être dans sa maison de campagne, ça peut être ailleurs. Moi, C'est un j'aime bien vrai le mot challenge pour les managers, là. Ouais, je pense que c'est un vrai challenge. Et le vrai challenge des managers, c'est quoi? C'est d'abord continuer à lâcher prise, parce qu'ils ont lâché prise quand même pendant la crise, et c'est de continuer à se détacher des éléments statutaires qui font souvent l'état du manager traditionnel en France. C'est beaucoup plus d'autonomie pour les collaborateurs aussi. C'est une capacité accrue à écouter, à verbaliser ce que pensent ses collaborateurs, son équipe. C'est trouver des astuces d'innovation également pour faire vivre en fait à la fois
quand on est en local et quand on est à distance. Et puis la participation à des communautés qui est très, très, très répandue depuis très longtemps dans le monde anglo-saxon au niveau professionnel, qui l'est moins en France. Et sans doute que Des le communautés développement de communautés digitales ou digitales, présentielles? absolument, digital permettra hybride, hybride à chaque fois de toute façon, mais qui permettront je pense, à la fois mieux être au bureau, mieux être chez soi, et puis par pouvoir partager voilà, son expérience et apporter des éléments de réponse. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, Frédéric, vous disiez que vous avez vraiment formé vos managers à ces nouveaux modes de management à distance. Vous avez vraiment, voilà, installé Oui, tout à ça. fait. À partir du moment où on a su que le confinement arrivait, on a mis en place des modules de formation pour les managers et on a formé les 750 managers du groupe au management à distance. Voilà, sachant que certains étaient plus à distance que d'autres en fonction des métiers, mais ça a été indispensable. Alors, on a de la chance parce que finalement, toutes ces transformations chez nous interviennent à un moment un peu clé. On a un nouveau plan stratégique, on transforme l'entreprise un peu à tous les étages. On a tendance à dire du sol au plafond. C'est un peu à l'image de notre siège qu'on est en train de refaire, où on refait du hall d'entrée jusqu'à la création d'un rooftop. Voilà, on aura sans doute une des plus belles vues de Paris. Ça sera très, très sympathique en 2022. Donc, voilà, je pense que l'entreprise était déjà en transformation. Et ça s'accélère avec cette crise, mais ça s'accélère dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on gagne du temps finalement sur la suite. Oui, ça va très vite. Et d'ailleurs, alors j'en profite pour mettre les pieds dans le plat parce qu'on a plein de questions sur le flex office, Rémi. Donc justement, dans les arbitrages spéciaux, comment on intègre la question du flex office? Alors d'abord, pour commencer, je dirais que Arbitrages spatiaux d'ailleurs, pardon. on l'a vu aujourd'hui et ça se sent dans ce qu'ont exprimé les collaborateurs en disant au fond, ils ne retrouvent pas suffisamment, enfin en tout cas, les bureaux sont inadaptés à ce pourquoi on va y venir demain. A priori, on sait mieux s'inspirer derrière son téléphone ou son ordinateur chez soi dans sa cuisine quand Ça on est fait au mal. bureau. Quand on est au bureau, ça fait mal. Donc, il va falloir le prendre et pareil, on dit on ne sait pas se déconnecter ni se concentrer quand on vient au bureau. Donc, effectivement, une question a été posée là-dessus. Est-ce qu'on va voir disparaître finalement tout ce qu'on fait chez soi au bureau? Pas du tout. Le bureau est un hybride. C'est un lieu de destination où on se rend parce qu'on va y vivre quelque chose évidemment de différent de ce qu'on va vivre chez soi, social notamment, mais pas que. Le travail va être hybride aussi au bureau parce qu'une partie des collaborateurs, des clients ou autres sont à distance. Donc, on va retrouver au bureau une variété beaucoup plus importante que ce qu'on voyait auparavant de typologie d'espace, qu'elle soit dédiée au collectif présentiel, voire distanciel, voire hybride, et d'individuel, parce qu'on va avoir besoin de faire de la visio aussi au bureau. D'ailleurs, je suis au bureau, je suis en visio dans un box. Donc, vous voyez, on va devoir beaucoup plus hybrider des petits espaces individuels, des espaces collectifs dédiés au distanciel, au présentiel, des espaces liés à la communauté, donc à la socialisation, puisqu'on viendra d'abord évidemment pour échanger. Donc, quelques ratios pour vous donner un indicateur. La réponse à est-ce que le flex, on va l'appeler flex, espace dynamique ou autre, est la réponse? Bien évidemment, le poste de travail perd je dirais, de sa superbe dans le monde futur. C'était déjà le cas avant crise. Franchement, c'était une vraie tendance qui s'accélère fortement, puisqu'à partir du moment où tout ce que je peux faire chez moi, je le fais mieux chez moi. Et quand je me viens au bureau, j'ai des espaces pour pouvoir m'isoler quand dans la journée j'ai besoin de le faire ou de me concentrer, mais que j'ai beaucoup d'espaces, de lieux de rencontre et d'échanges sous toutes ces formes, formelles, informelles, brainstorm, pas brainstorm, avec les autres. À quel moment me poster sur un poste de travail finalement qui servait à tout et à rien en même temps. Donc, ils vont diminuer puisque les gens sont moins présents pour redonner de la surface à ces typologies qui vont être manquantes. En termes d'indicateurs, les taux de partage qu'on voyait en crise étaient plutôt de l'ordre de 8 sur 10, donc 8 postes pour 10 personnes, 0,8. Grand classique de ce qu'on voyait dans les espaces dynamiques avant crise. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on est à 0,6 et c'est une moyenne. Donc il y a évidemment plus, mais il y a moins. On pense que ça va être encore plus bas. Pourquoi? Tout simplement, c'est que le moyenne des pics d'occupation dans le milieu tertiaire en France, à l'étranger d'ailleurs, pareil, était de 60%. Avant le télétravail massif. Vous rajoutez du télétravail, ne serait-ce que 2 jours par semaine. 2 jours par semaine, c'est 40% du temps où les gens ne sont pas là. Donc forcément, le taux de présence va baisser. Et donc, occuper des mètres carrés sur des postes de travail qui sont vides,
qui coûtent de l'argent, qui consomment du mètre carré, de l'énergie à chauffer, à refroidir, à éclairer. Et qui ne répondent pas aux nouveaux Et qui ne besoins. répondent pas aux besoins. Il est évident qu'on se pose la question de la mutualisation. Oui, il y a un sujet de curseur. D'ailleurs, c'est notre métier, c'est ce qu'on travaille avec nos clients, c'est trouver le bon curseur pour pouvoir accueillir tous les gens qui vont venir sur site. Donc, il faut l'évaluer. Savoir accepter qu'il y ait des pics d'occupation par moment parce que des grands regroupements, parce que grandes réunions, un grand briefing où les gens ont besoin d'être en présentiel, il faut qu'on ait des zones de débordement et qu'on trouve cette multiplicité d'espaces et de typologies de postures de travail. Encore une fois, que j'ai évoqué. Donc ça, c'est absolument clé. En termes de surface, très simplement, avant crise, 30% des surfaces étaient dédiées à de l'espace collaboratif, serviciel ou autre, et à peu près 70% du poste de travail. Cloisonné, pas cloisonné. Hein. Aujourd'hui, on est plutôt à 50-50. D'accord, dans ce qu'on est en train d'imaginer avec nos clients. Notre vision qu'on avait déjà ensemble, d'ailleurs, Flore, dès le mois de mars dernier, était plutôt qu'à terme, on va plutôt s'équilibrer à l'envers. Donc, ça va se retourner plutôt à 2 tiers d'espaces qui ne sont pas des postes de travail à proprement parler. C'est pas pour autant que ce ne sont pas des positions de travail. Ce sont des positions de travail, mais qui ne sont pas du poste de travail. Voilà. Alternative. Exactement. Et pour finir là-dessus, encore une fois, je reviens sur les outils de pilotage. Même chose, et à la fois pour la façon dont on travaille dans les bureaux quand on y est, pour un manager, mais aussi pour mieux piloter l'immobilier et l'adapter en temps réel et prévenir d'éventuels pics qui peuvent parfois dépasser un capacitaire, typiquement sécuritaire. Il faut des outils de pilotage, voilà, qui sont très liés avec le sujet RH de déclaration politique télétravail. Je suis sur site, je suis pas sur site. Super. Et alors, moi, ce que je vous propose peut-être pour conclure l'échange, c'est de vous partager ces fameux 4 profils qu'on a identifiés et qu'on aime bien parce qu'ils sont quand même, c'est très didactique en fait. Ça permet vraiment de comprendre qu'il ne va pas falloir concevoir de solutions uniformes à l'avenir. Alors, vous avez compris, ces 4 profils, voilà, je pense que vous avez déjà cerné un peu qui ils étaient. Donc, vous avez votre pan de travailleurs traditionnels. Eux, clairement, ils veulent revenir au bureau. Le bureau, c'est leur référence. Et ils n'aspirent qu'à une chose, c'est que tout revienne comme c'était auparavant, tout revienne à la normale. Donc ça, c'est 35% des salariés de bureau aujourd'hui. Ensuite, vous avez ce qu'on a appelé les fans du bureau. Les fans du bureau, eux, ils font le choix délibéré d'aller au bureau, de mettre leur centre de gravité au bureau. Ils aiment pouvoir télétravailler, donc 1 ou 2 jours de télétravail, c'est pour eux la jauge parfaite pour pouvoir avoir de la flexibilité, du confort de vie, de l'équilibre de vie. Mais pour eux, là où ça se joue, c'est au bureau. Et quand ils vont au bureau, ils veulent vivre une expérience hors du commun, très proche de leurs collègues. Après, vous avez ce qu'on a appelé les addicts du bien-être. On est un peu provocateur, hein. L'idée, c'est de vous aider à bien cerner les contours de chaque groupe. Les addicts du bien-être, eux, mettent leur centre de gravité davantage à la maison. Ils ont basculé du côté 3 ou 4 jours de télétravail. Et pour eux, ce qui est clé, c'est l'équilibre de vie, le temps qu'on peut passer avec sa famille, la réduction du temps de transport et vraiment avoir voilà, un bon équilibre, une bonne qualité de vie. Et enfin, les derniers qu'on a appelés les télétravailleurs libérés, eux, ils prônent le 100% à distance. Ils sont encore salariés de l'entreprise, mais autant vous dire qu'ils pourraient être totalement des travailleurs indépendants. Ils ont le confort du salaire qui vient à la fin du mois, mais clairement, ce qu'ils achètent à l'entreprise, c'est de l'hyperflexibilité. Donc voilà un peu ces 4 grands points. On a fait l'exercice de brosser un peu leur carte d'identité. Donc, vous aurez le loisir de découvrir dans notre étude vraiment tous les contours de chacun des groupes. Ce qui est intéressant peut-être sur les profils plus traditionnels, c'est qu'ils ont une attitude un peu plus détachée vis-à-vis de leur employeur. En fait, ils vont au bureau un peu par habitude, par contrainte métier. Très clairement, ils ne faisaient pas de télétravail avant la crise et ils n'ont pas vraiment envie que ça change à l'avenir. Quand ils viennent au bureau, c'est ce qui les motive à venir au bureau, c'est le lieu de socialisation. Ils viennent au bureau, ils ne sont pas hyper épanouis dans leur travail, mais ce qui les motive à aller au bureau, c'est le lieu de socialisation. Et pour le reste, ils ont plutôt moins d'attentes que la moyenne vis-à-vis du bureau. Les fans du bureau, quant à eux, je vous le disais, hein, ils sont vraiment, eux, ils ont fait le choix délibéré d'aller au bureau. Ils font le choix, ça leur plaît, ils sont très engagés, très épanouis, très coachés par leur manager. Ils se sentent vraiment en pleine puissance voilà, par rapport à leur travail. Ils ont un vrai appétit pour la flexibilité et ils ont énormément d'attentes vis-à-vis du bureau. Ils veulent des lieux de collaboration, ils veulent vivre une expérience hors du commun et ils veulent vraiment être choyés, être chouchoutés dans cette entreprise. Pour eux, c'est là que ça se passe.
Les addicts du bien-être, eux, on voit ce fameux point de rupture que j'évoquais tout à l'heure, hein, on voit ils restent engagés, mais ils tendent à être un petit peu plus inquiets, un peu plus désenchantés, un peu plus attentistes que les autres vis-à-vis de la situation, du monde du travail, de l'employeur. Ils ont un vrai appétit pour la flexibilité, pour l'équilibre de vie. Ce qu'ils recherchent, eux, c'est des garanties également en matière de santé. Et quand ils viennent au bureau, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une attitude de consommateur. Ils viennent consommer le bureau. Donc c'est vraiment le workplace as a service. Ils viennent chercher au bureau les services dont ils ne disposent pas à la maison. Et puis enfin, les télétravailleurs libérés, eux, c'est la totale flexibilité. Eux, ils sont clairement en position de retrait hein, vis-à-vis de l'entreprise. Et ce qu'ils achètent dans l'entreprise, c'est la flexibilité totale. Eux, ils veulent une vie locale, un travail local. Ils sont assez inquiets de l'impact de la crise sanitaire et ça leur va très bien de fonctionner totalement en distanciel. Donc voilà un peu le portrait de chacun de ces 4 groupes. Alors, Frédéric, Rémi, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous parle? Frédéric, je vous passe la parole. Ah, je crois qu'on a... Je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Bon, je vais prendre en attendant Oui, vas-y, Rémi. que ça se débloque. Est-ce que ça nous parle? Bien sûr, ça nous parle, puisque déjà, depuis plusieurs années, la façon de traiter le passage en espace dynamique, en général, qui allait de pair de toute façon avec un sujet de télétravail, hein, c'était souvent le cas. Nous étions déjà dans l'identification de personas, au fond, de grands profils. Et avec nos clients, nous essayons et c'est toujours le cas, de définir le profil et le parcours finalement de chacun de ces grands profils. On n'est pas à l'échelle de l'individu. L'idée, c'était par plein de moyens différents, d'essayer d'identifier 4, 5, 6 grands profils qui définissent un petit peu la grande majorité de la façon dont les gens vont travailler et se déplacer et dans le monde physique et dans la temporalité et aussi dans l'interaction avec l'autre et pour comprendre les séquences de travail. Et on regarde ces séquences de travail, de dimensionner évidemment des taux de partage, d'une part, mais aussi des typologies d'espace dont ils ont besoin, en trouvant un socle commun, parce qu'il faut quand même un minimum, je dirais, industrialiser un peu les choses, mais en faisant en sorte, au fond, que l'espace ne soit pas celui qu'il faille adapter à la façon dont les gens travaillent, mais l'inverse. Et une fois que c'est fait, si on l'a bien fait, on n'a plus de travaux je dirais, d'adaptation en permanence à l'évolution d'une entreprise, des modes de travail ou de son organisation. Finalement, c'est les gens qui eux-mêmes ont suffisamment de choix et c'est suffisamment bien adapté pour qu'ils puissent eux-mêmes, je dirais, créer leur propre parcours entre le chez eux, le Composé. tiers-lieu et le bureau. Ils ont composé. On a tout pensé pour que ce soit le cas. Et à chacun, au regret de ses envies, de ses façons de travailler, du moment, de l'activité du moment, la personne va pouvoir créer cette parcours, cette trajectoire. Et encore une fois, sans oublier que ce n'est pas que des moments de travail intense, c'est aussi des moments de déconnexion, c'est des moments d'échange communautaire, parfois qui dépassent le cadre du travail, de reconnexion à la nature, tu en as parlé. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de choses, puisque le pro est venu s'insérer dans le monde personnel, dans le télétravail. De la même manière, le perso doit s'insérer dans l'espace professionnel du bureau. Et cet équilibre est à trouver, c'est tout l'enjeu des réflexions du moment. Frédéric, vous aviez des commentaires peut-être pour réagir? Ça vous paraît pertinent d'avoir cette Oui, bon, approche ça, ça, profiling? ça me ça me paraît évidemment pertinent parce que en fonction des métiers, en fonction des attentes de chacun, euh, il faut pouvoir répondre en fait, hein. L'entreprise, elle doit se mettre en mesure de répondre aux attentes des uns et des autres. Donc, il y a une vraie nécessité du sur-mesure, ça c'est évident. Il faut à la fois répondre aux personnes qui ne veulent pas télétravailler, donc leur donner la possibilité d'avoir un bureau fixe dans leur communauté de travail. Voilà. Et puis de la même manière, il faut se mettre en mesure de répondre à ceux qui souhaitent être 3 jours en télétravail par semaine de manière très régulière. Donc ça, c'est un point très important. Après, les limites de l'approche par profil, hein, c'est un peu les contraintes culturelles dont on a parlé en début de webinaire, et puis les contraintes de certains métiers qui ne permettent pas Eh oui. finalement cette approche-là. Mais globalement, c'est je trouve l'approche très intéressante. En tout cas, nous, c'est ce sur quoi on a travaillé pour monter notre projet Chrysalide, hein, qui est le nom de notre projet de refonte du siège de l'MGN. Et c'est très utile pour définir les futurs espaces. D'ailleurs, on parlait
le nombre de places en collaboratif versus le nombre de places en individuel. On est plutôt pour une place assise sur un bureau traditionnel, on est sur une place et demie, entre une place et demie et deux, sur du collaboratif. Ok, super. J'essaie de suivre en même temps les questions qu'on a de notre auditoire, sachant qu'on Les arrive questions. au terme du webinaire. Mais j'ai vu pas mal de questions passer sur les générations et est-ce que derrière ces profils, il y a plus ou moins de jeunes, etc. En fait, grosso modo, ces grandes tendances, franchement, elles sont transgénérationnelles. Il y a une petite nuance néanmoins, c'est que le premier groupe de travailleurs qu'on a qualifié plus traditionnel, de façon un peu provocatrice, clairement sont un peu plus âgés que la moyenne. Mais bon, très clairement, on est quand même sur des tendances de fond. Peut-être Rémi, pour te donner le mot de la fin, quel sera le fameux impact sur les surfaces d'exploitation, la plus Ah, grande? alors, déjà, il faut tordre le cou à un raccourci qui serait de se dire, à partir du moment où 50% de mes personnes sont ailleurs que sur le site de lieu de travail, bah, je peux réduire mes surfaces de 50%. C'est pas aussi simple que ça, vous l'aurez compris. Oui, à terme, si on avait un site, et tout dépend du point de départ, mais si on avait un site où tout le monde a une place affectée, il y aura une réduction de surface, mais elle n'est pas proportionnelle, puisqu'on va devoir consommer une partie de cette réduction de surface et la rebasculer sur des nouvelles typologies d'espace qui sont tous les lieux d'échange, de travail collaboratif, voire de concentration ou de reconnexion ou, à une communauté qu'on évoquait tout à l'heure. Donc oui, globalement, on est souvent sur des sujets de réduction de surface, mais clairement pas du tout dans l'ampleur, en tout cas pas de manière C'est pas aussi mécanique. corrélée aussi mécaniquement que ça à du télétravail. C'est du cas par cas, ça dépend du point de départ, ça dépend beaucoup des métiers, ça dépend si c'est des lieux où on reçoit beaucoup aussi d'externes. Donc ouais, c'est du cas par cas. Oui, il y a une sorte de corrélation. Encore une fois, c'est pas si simple. Pensez-vous que le monde doit être en flex ou faut-il donner un bureau attitré à ceux qui ne télétravaillent pas? Non, il ne faut pas être. Je ne crois pas que. Enfin, encore une fois, moi, je pense que celui qui a la bonne réponse, c'est le collaborateur. Donc, de quel environnement il a besoin pour travailler de manière efficace. Et bien évidemment que ceux qui ne souhaitent pas télétravailler doivent pouvoir trouver un environnement qui leur convienne. Et donc, la difficulté pour la direction de l'immobilier et les DRH, eh bien, c'est de justement faire, Offrir cette faire flexibilité, quoi. fonctionner ensemble ces différentes façons de travailler. Je pense que ça peut être le mot de la fin. Comment arriver à faire fonctionner tous ces modes de fonctionnement différents? Comment faire en sorte qu'on garde une harmonie, qu'on garde un collectif, même si on est beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui des aspirations individuelles. Je pense que c'est le challenge des prochains mois. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric pour ce super témoignage pour la MGEN. C'était très intéressant pour nous de voir concrètement comment ça se passe dans un vrai projet, quelles sont les questions posées sur la table, quels sont les arbitrages. Et merci Rémi pour ton éclairage habituel, toujours aussi pertinent, dynamique. Donc merci à tous et on reste à votre disposition si vous avez des questions pour poursuivre les échanges offline. Très belle Merci Merci beaucoup, à journée. vous. merci à tous. Au revoir. Au Merci. revoir.